Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors ce site vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, comme un grand fleuve, pas tranquille, évolue vers sa perfection. Alors cette perfection, c'est grosso modo, schématiquement, le paradis. On construit le paradis sans le savoir. Chaque être humain travaille à cette œuvre et on l'ignore pour l'instant. Mais l'humanité va en prendre conscience bientôt, à mon sens. Et donc, on passera d'une évolution inconsciente vers ce but, finalement, à une évolution consciente. C'est-à-dire, ça change tout, parce qu'une évolution inconsciente utilise la violence, l'agressivité, la guerre, la destruction, également avec l'entraide, la fraternité. Voilà, il y a ces deux forces qui construisent cette perfection et qui travaillent de concert. Mais à partir du moment où on prendra conscience, ça c'est pour l'évolution inconsciente, parce qu'on ne sait pas ce qu'on réalise. Donc on y va à tâtons et on y va en se bagarrant dans la compétition, en croyant que c'est plus important d'aller massacrer le peuple à côté, d'aller le piller, plutôt que de travailler ensemble à la même œuvre, parce que c'est ça qu'on réalise au final. Alors à partir du moment où on aura pris conscience de ce qu'on est en train de réaliser inconsciemment, eh bien, on passera du côté de l'évolution positive en paix, quoi, de fraternelle, avec une compétition ludique plutôt qu'une compétition féroce qui veut détruire l'autre. Là, ça sera une compétition amicale et puis respectueuse, comme on sait le faire avec les Jeux Olympiques, en principe. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui va tricher, mais on peut dépasser ce mécanisme-là. Voilà, alors ça c'est pour l'introduction. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie de temps en temps, je prends appui ou prétexte sur des audios que j'écoute sur France Culture. Et là, je travaille en ce moment à partir de François Châtelet, Une histoire de la raison. C'est le troisième épisode et donc c'est l'invention du logos, le logos avec Platon, voilà. Et donc, c'est la deuxième vidéo de ce troisième chapitre. Je lance l'écoute et je commente, je digresse, on va dire. Je viens de dire qu'il n'a pas de sens. Je viens de lui donner le sens du mot qui n'a pas de sens. Ah mince, j'aurais dû revenir un tout petit peu en arrière. Le mot humain, et c'est Aristote qui le montre très clairement dans les premières pages de la Politique, est nécessairement un mot doué de sens. Un mot qui, recueilli par un autre, suscite une réaction, suscite une représentation, suscite une adhésion ou un refus. En ce sens, Aristote, dans ces pages que j'évoquais, oppose la phonè, la voix, au logos, à la parole. Très vite, le mot logos d'ailleurs évolue. Il ne signifie plus seulement le mot doué de sens, mais l'ensemble doué de sens de mots ayant un sens. Par exemple, Aphrodite est la déesse de l'amour. Par exemple, la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Mais il y a des combinaisons de logoi, mots, qui ne donnent pas un logos phrase. Par exemple, la somme des angles d'un triangle carré est égale à un crapaud. Cette fois, ce n'est plus pensable, ça n'a plus de sens. Et du coup, troisième signification du mot logos, c'est cela qui permet précisément, c'est ce que nous avons en nous, qui permet précisément de relier diverses phrases qui ont un sens les unes aux autres pour en faire une démonstration d'ensemble qui a un sens. Voilà. Comprendre le monde. Le travail parce que c'est ça. Philosophique
c'est de partir de ce que chacun tient pour assuré, de ses prétendus faits, et de les passer à l'épreuve du sens. Voilà. Donc, cette évolution, c'est ça qui est quand même magique, parce que nous sommes partis à notre origine, lorsque nous étions des primates naturels, lorsque nous vivions à peu près comme vivent les chimpanzés, nos cousins. Nous sommes partis de ce type de communication, de langage en somme. Et ce langage, nous l'avons sophistiqué. C'est la spécificité de l'humanité. Ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs à nos cousins singes ou une autre forme de vie. Toute forme de vie est égale en réalité. Mais c'est notre spécificité. Dans cette spécificité, cette capacité à expliquer les choses grâce à cette idée de logos et à cette sophistication qui était bien avant que Platon en parle. Hein. Ça fait très longtemps que l'homme organise avec sa voix, avec ses mots, avec les mots qu'il a découverts, qu'il a organisés, la réflexion sur le monde. Mais grâce à ça, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis présent sur cette planète, qu'est-ce que c'est que cette planète, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, etc. Et même anticiper des questions, proposer des imaginations pour comprendre le monde dans lequel on est. Et ça, c'est en somme le travail de l'humanité. Pour l'instant, il n'y a que l'humanité qui fait ça. On ne sait pas s'il y a d'autres planètes ou il y a d'autres êtres humains qui sont, ou d'autres formes de vie qui se posent aussi ce type de questions. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve de cela. Donc on est les seuls, pour l'instant, à avoir ce rôle de comprendre le monde, d'expliquer le monde, d'éclairer le monde. De se demander à chaque instant ce que signifient ces faits et de vérifier à chaque instant la validité de la signification qui a été établie. Mais qu'est-ce qui permet de vérifier la signification d'un fait, sinon l'acceptabilité par tous? Le dialogue offre la possibilité d'opérer cette vérification d'acceptabilité. Platon, lorsqu'il écrit les dialogues, fait appel à un certain nombre d'interlocuteurs. Chacun, car bien sûr, ces textes sont admirablement composés, oui. Chacun joue un rôle, a une position globale. Hein, il y a celui qui croit aux faits, il y a celui qui est amoureux des dieux, chacun joue un certain rôle dans ces dialogues. Et lorsqu'une signification est évoquée devant lui, il intervient de son propre point de vue pour vérifier si lui, de son point de vue, il peut accepter cette signification. C'est ce que j'appelle l'épreuve de la recevabilité. Et à la fin, normalement, il y a une consensus. Par la suite, les philosophes vont construire une idée et un mot pour désigner cette idée qui rend compte de cet effort philosophique. Parce que et je vais découvre en évoquer même ici temps que la première j'écoute. catégorie de la philosophie, c'est-à-dire le premier concept majeur de la philosophie, qui sert à la définir peut-être. C'est quoi? Le concept d'universalité. Alors, l'universalité résulterait d'une espèce de totalisation des divers accords qui s'établissent au cours du dialogue. Et alors, ça, c'est exactement ce qui permet à l'humanité d'établir des sortes de vérités. Ce ne sont pas la vérité absolue, parce que la vérité absolue,
selon la mécanique universelle, selon ma réflexion, il n'y a qu'à travers l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état subliminal, qu'on peut l'atteindre, la vérité absolue. Et à ce moment-là, on est en fusion avec elle, on n'est plus en interaction intelligente, on n'est plus, la vérité, ça n'est plus une analyse, c'est pas quelque chose d'analytique, c'est quelque chose de sensitif. On ressent la vérité, parce que toutes les autres vérités, les vérités dans l'état d'esprit ordinaire, ceci est une pipe, ceci est une voiture, ceci est un... etc. L'univers est comme ça, le temps se découpe en heures, etc. Tout ça, ce sont des vérités qui sont subjectives, qui sont créées pour construire l'humanité, mais qui ne tiennent sur rien, en fait, qui ne tiennent pas sur quelque chose de solide. Mais le consensus permet à ces vérités, donc on pourrait dire ordinaires, les petites vérités, de pouvoir être établies au sein de l'humanité. C'est-à-dire que on a vu que la Terre était ronde, on a dit que la Terre était ronde. Il y a eu un moment où on ne savait pas que la Terre était ronde, où on pensait qu'elle était plate, etc., etc. Et quand, à partir du moment où la science a démontré que la Terre était ronde, ça a fait consensus. À partir du moment où Darwin a posé ses lois et que la science, l'ensemble du monde scientifique, du monde entier, l'accepte, à ce moment-là, ça fait consensus, ça devient universel. Et c'est cette chose-là sur laquelle on peut se reposer. Et ça sera ce qui va se passer avec l'humanité, va vers sa perfection. Quand l'humanité aura, c'est les scientifiques qui vont démontrer cette chose-là qui aujourd'hui c'est une intuition, mais il y en a d'autres qui ont eu cette intuition au 19e siècle et qui ont pensé déjà, et même les grandes religions ont pensé que l'humanité allait vers cette apothéose, on va dire. Il se trouve que maintenant on peut le dire de manière mécanique, mais il faut que j'y aille, je suis désolé. Voilà, je vais arrêter là.